qui apparaît clairement dans l'ensemble des discours que nous avons étudiés. Alors, nous avons ensuite cherché à comprendre la façon dont ces pratiques décrites par Sarah et largement globalisées se trivialisent, c'est-à-dire s'inscrivent dans des formes du social, que celles-ci soient matérielles, des publications, des dispositifs médiatiques, des éléments esthétiques de la ville, ou plus immatériels, des ambiances, des attitudes, et la manière dont ces formes-là, cette trivialisation, travaillent notre expérience urbaine. Là, du coup, c'est plutôt mon travail. Du coup, j'ai mené des enquêtes démographiques multisituées à Brisbane sur l'expérience touristique, et puis donc en Australie, dans une ville qui est très travaillée par cette ambition de se produire comme ville créative, associée à d'autres éléments, notamment bien sûr d'apparaître comme une vraie ville mondiale, puisque c'est toujours pris dans un ensemble de choses la vie créative. Et puis habiter, et là donc visiter, touristique, c'est une forme d'expérience, et puis l'autre forme d'expérience plutôt habiter, notamment habiter dans un territoire qui est travaillé lui aussi par ces logiques, mais plutôt dans une logique de conversion, donc d'un territoire à une ville créative, la métropole lilloise. Alors, la première forme de médiation dont je vais parler, c'est la médiation touristique. C'est le discours touristique, donc là c'est ce que j'ai pu observer du coup à Brisbane, est important, d'abord parce que le discours touristique participe de produire ce que Saskia-Cousin appelle des images identifiantes des territoires, qui est aujourd'hui extrêmement important, qui ne s'adresse pas qu'au seul tourisme, mais s'inscrit dans un espace médiatique partagé qui contribue qui s'adresse de fait à la fois aux touristes, mais aussi aux habitants et aussi aux investisseurs potentiels de la ville. Donc ces discours touristiques sont une véritable médiation, ils sont performatifs à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'ils sont des promesses d'expérience qui engagent à la fois l'énonciateur du discours, qui peut être le guide ou l'office du tourisme, ou la ville elle-même, qui s'adresse aux touristes, et à l'ensemble des acteurs de la promotion territoriale qui s'adressent aux touristes, mais aussi du territoire qu'ils racontent. Ensuite, ils sont des productions discursives et sémiotiques de la vie qui encadrent notre expérience et trouvent des prises dans la vie elle-même. Le travail ici, c'est que l'expérience touristique se construit bien sûr dans l'articulation entre la pratique de la ville et sa sémiotisation par les dispositifs de la communication touristique. Ce qui est particulièrement frappant, c'est la manière dont de fait l'expérience touristique est travaillée à la fois par un ensemble de discours qui participent à sémiotiser l'espace urbain, ce qui fait que non seulement visiter une ville travaillée par ces logiques dont l'efficacité repose sur la nécessité de se rendre visible et reconnaissable comme ville créative, veut dire voir une ville événementialisée, une ville festive, enfin beaucoup de choses qui ont déjà été largement remarquées par de nombreux chercheurs, mais aussi s'articule à un autre discours social qui est celui de la transformation urbaine, et dans le cas de Brisbane, de la transformation de la ville. C'est quand on voit ça, on voit non seulement une ville dans laquelle s'inscrit il y a des activités créatives, mais aussi une ville en transformation. Émilie, il vous reste 2 minutes. D'accord. C'est pas grave. Alors, le discours touristique joue aussi un rôle de qualification morale de l'espace, donc si vous voulez, on pourra parler par la suite, validant notamment le cadre même de cette transformation, la compétition entre différentes villes dans le cadre de Brisbane. 2 exemples ensuite on va passer tout ça, et l'importance dans ces processus-là des sociétés de communication outdoor qui, en développant des savoir-faire dans l'économie de l'attention, participe à rendre quasiment impossible le fait de ne pas être confronté à la communication publique notamment, et à ses formes, puisque c'est aussi ça qui nous avait intéressé, ce sont ses formes. Ensuite, on va de fait, ces formes s'inscrivent aussi dans les dispositifs de médiation de la transformation urbaine, et notamment dans le cadre des ateliers de participation travaillés par le design notamment, et créés par des designers. Ici un exemple, par exemple à Lille, au cœur de la friche Saint-Sauveur,
la ville et la société locale de production, c'est la société publique Euralie qui gère l'ensemble de l'espace, a passé un partenariat avec Lego pour animer l'ensemble de la maison du projet et inviter à imaginer la ville, ainsi qu'avec des designers locaux. Donc on va passer tout de suite à la conclusion. Cette réalisation en fait dans différents espaces participe d'une redéfinition de la créativité, bien loin de la créativité de l'agir, qualité humaine partagée selon Joas ou des arts de faire de Certeau, mais une créativité resserrée autour des esthétiques, des productions, des industries créatives et du secteur de la création, mais aussi axée autour de politiques de mapping et donc aussi de labellisation. On l'a déjà dit tout à l'heure, s'il y a des vies créatives, il y a bien des vies qui ne le sont pas. S'il y a des métiers créatifs, il y a bien des métiers qui ne le sont pas. Donc on est sur des effets de confiscation des formes créatives qui participent de l'organisation d'un partage du sensible aussi, c'est-à-dire qui donne à voir un certain nombre de choses comme remarquables et qui invisibilise d'autres formes et d'autres acteurs. Deuxièmement, un vrai flou du concept et des référents qui lui sont associés et ce flou du concept participe donc de couper le terme même de créativité du sens social dont il était investi afin de pouvoir en faire, je dirais sans doute là, une forme de néologisme écran. Ensuite, un travail autour, un troisième point, autour de conclusion, autour de l'inscription de ces logiques dans un récit apologétique de la transformation urbaine qui s'inscrit dans différents espaces, que ce soit l'espace des médiations touristiques ou des espaces plus précis, et là c'est assez évident, de la transformation même des quartiers, de l'aménagement des quartiers. Ce récit apologétique participe de réécrire l'histoire des villes et des quartiers en neutralisant ce qu'elle peut avoir de conflictuel, notamment en organisant parfois même la reconnaissance formelle. On le voit à Nantes avec autour de la question de l'esclavage. À Brisbane, c'était particulièrement sensible à la prévention de la place des aborigènes, dont la présence était il y avait une invisibilisation des corps et une présence en revanche des œuvres. Et on le voit aussi à Johannesburg. On va arrêter parce que... Voilà. Et un dernier point quand même, qui était le point de Sarah. Non, 15 secondes, mais vraiment 15 secondes, je vous coupe après. Oui, d'accord. En fait, juste pour conclure sur ce point, c'est effectivement la question des prétentions médiatrices qui sont mises en œuvre et mises en avant par l'ensemble des acteurs, que ce soit à destination des habitants, des touristes ou des acteurs économiques. Ces prétentions, en fait, visent non seulement à permettre une redéfinition des cadres de l'expérience et des relations entre ces différents acteurs, avec une certaine limite, c'est-à-dire qu'à la fois il y a l'idée de produire un cadre qui va permettre l'émergence d'une intelligence collective, alors que finalement ce qui va être possible et rendu possible, ce sont des processus de logistique qui sont partagés par l'ensemble des acteurs, mais qui ne sont que de l'ordre du technique plus que de l'ordre du politique. C'est bien, je vous remercie et je suis désolé de vous couper. Ce que vous avez dit les uns et les autres est tout à fait passionnant, mais je pense à trois choses. D'abord, il faut un peu de temps pour les échanges, on va se donner un quart d'heure, pas plus. Je pense à la fatigue que nous avons tous les uns et les autres, et puis je pense, vous avez parlé des travailleurs sur ce territoire, il y en a un qu'on remerciera sans doute demain, qui est extrêmement efficace, c'est le collègue, le technicien qui est dans la salle, peut-être qu'il a envie de rentrer chez lui un soir. Ce soir, plutôt que hier. Voilà, vous avez la parole, Gaëtan, Julie. Parce que j'imagine que le technicien n'habite pas le territoire. J'ai habité pendant à peu près 35 ans à Montréal, qui a payé quelques 50 000 $ pour M. Richard Florida, qui vient de lui dire qu'elle était une ville vraiment très créative. J'habite maintenant la ville de Québec, qui a passé un contrat de 200 000 $ avec M. Clotaire Rapaille,
qui est venu mener une opération de catharsis collective pour conclure que la Ville de Québec avait un gros problème de sentiment d'infériorité face à Montréal. Son intervention s'est terminée dans la controverse quand les journalistes ont révélé que M. Rapaille n'avait pas vraiment les diplômes qu'il prétendait avoir. Québec fait partie des villes intelligentes du monde. Intelligent Cities, maintenant, qui est en train de remplacer l'appellation Creative Cities. Parce qu'on n'est jamais à court de nouvelles appellations. En 2012, Québec s'est placé parmi les 3 villes les plus intelligentes du monde. Québec est jumelé avec la ville de Bordeaux. Et ils ont une opération de créativité, bien sûr, ensemble. Ma question, parce que je vais quand même aboutir à une question, c'est adressée, entre autres, aux personnes qui ont parlé du territoire où nous sommes et de ces politiques de créativité. Dans les opérations que mène la ville de commune, que mène la ville de Bordeaux et la ville de Québec, en dehors de la promotion du vin et de la bière, il y a quand même un grand rôle qui est attribué aux universités. Or, je n'ai pas entendu de référence aux universités. Si j'ai bien compris, il y a au moins 2 universités dans le territoire où nous sommes. Et j'ai entendu aucune référence au rôle des universités. Même si on accorde le moindre crédit aux théories de Richard Florida, sa théorie des 3 T, il y a tolérance, il y a technologie, mais il y a aussi talent, le talent. Et le talent, on le trouve beaucoup dans les institutions de formation de haut savoir. Alors j'aimerais savoir si il y a une place, un rôle qui est accordé dans les politiques publiques aux universités, dans cette sorte de travail sur le territoire. J'ai une deuxième question, ce ne sera pas très long. C'est, Bernard et moi avons été étonnés de constater cette belle dissociation, cette grande dissociation que vous avez mise en évidence entre les fonctions du travail et les fonctions résidentielles du territoire en question. Il y a vraiment comme un divorce là, et qui, moi, me faisait penser aux limites du développement local. Il me semble que si on reste à l'intérieur de ce territoire administratif, parce que dont les limites sont définies administrativement et non pas nécessairement géographiquement, on ne s'en sort pas. Il me semble qu'il faut penser, et peut-être qu'il y a des questions dans les politiques que vous évoquez, un ensemble plus large, plus grand, qui est celui du Grand Paris, à la limite de la France. Alors pourquoi se limiter, si on se limite aux dimensions administratives, il me semble que si créatif soit-on, on s'en sort pas. Alors je proposerais que vous répondiez à ces 2 questions, d'abord Boris et Nathalie, ensuite Yolande et Valéria, et on reposera la question des universités à Sarah et à Émilie, ne serait-ce que parce que Brisbane, qui est la célèbre qui est le berceau de la théorie des industries créatives, notamment de Microsoft. On en parlera plus tard. À vous d'abord. Oui, on m'entend ou pas dans le micro? Non, je n'ai pas l'impression. Donc sur les universités, évidemment les politiques en parlent beaucoup, on n'a pas mentionné, dès qu'ils mentionnent le territoire créatif, tout de suite ça vient très vite, ils mentionnent le fait que c'est le 2e pôle universitaire francilien, pleine commune, avec 2 universités, 80 000 étudiants, je ne sais plus. Mais, oui, enfin, les deux, ça fait pas loin qu'il y a 70 000 étudiants, peu importe. Mais du coup, il y a des partenariats aussi, il faut bien l'admettre. Par exemple, notre programme de recherche a été financé en partie par pleine commune. Patrick Boisek, le président de l'agglomération, est venu inaugurer le colloque hier. En revanche, il n'y a personne de pleine commune dans la salle aujourd'hui qui écoute le rendu de nos travaux, donc ça peut quand même nous questionner. Ah si, pardon, excusez-moi. Bon, il y avait Mireille Guinez hier aussi. Voilà. Je laisserai les autres répondre là-dessus. Sur le périmètre institutionnel, alors là, le territoire créatif s'inscrit pleinement dans une stratégie dans le cadre du Grand Paris, où en gros, il y a 4 ans de ça, le président Sarkozy laissait sous-entendre qu'on allait faire un grand Paris, c'est-à-dire le Paris allait absorber toutes les communes de la périphérie parisienne. Les élus locaux ont pris très peur, ils étaient attachés à leur prérogative, et ce projet de Grand Paris, il est aussi largement pour défendre l'identité de ce territoire, montrer que cette communauté d'agglomération, elle a un sens politique, elle a un sens social, et qu'il n'est pas question qu'elle soit absorbée par un Grand Paris. Il y a une dimension géopolitique éminente derrière tout ça. Yolande et Valéria,
Et si d'ailleurs la représentante de telle commune veut prendre la parole, elle est bienvenue et on l'attend. Oui, par rapport aux universités, en effet, c'est beaucoup plus des discours que des actions très concrètes. Les actions concrètes qu'on a pu voir, c'est en effet dans les commissions de cap digital, certaines universités, certains chercheurs travaillent sur des vrais projets, sur certains projets qui correspondent tout à fait à leur fonction avec les industriels. Ça existe. D'ailleurs, il n'y a pas, bien sûr que Paris 8, Paris 13, c'est toutes les universités parisiennes. Mais je pense qu'ils ont envie, mais c'est pas facile à mettre en œuvre. Sur le territoire, je suis d'accord avec. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que la MSH est quand même labellisée Grand Paris et que je pense qu'elle est un acteur intermédiaire aussi. Donc on aurait pu la mettre en avant avec Cap Digital et le pôle média comme un acteur intermédiaire. Qui, d'ailleurs, on n'a pas parlé du campus Condorcet, qui est destiné à terme à réunir un pôle des sciences humaines donc à Aubervilliers. Et il me semble que... Mais si vous permettez, je crois que la question de Gaëtan, bien sûr, il y a les universités, je ne veux pas dire que les messages n'y est pas, bien sûr. Mais la question de Gaëtan est un peu différente, et je l'adresse maintenant à Émilie et à Sarah. La question, c'était de savoir comment se fait-il que des théoriciens, des décideurs, portés sur l'investigation, la recherche de tout ce qu'il peut y avoir de création dans un territoire, oublie le lieu où peut-être par définition on pense à ça et on en fait, c'est-à-dire les universités. Est-ce que à Brisbane, ou est-ce qu'à Lille, j'ai vu la photo du Carlton d'ailleurs tout à l'heure, est-ce qu'à Lille, on pense ces questions-là en intégrant dans les politiques des questions des universités? Alors, pour Brisbane, vraiment, la logique de transformation de la ville par la promotion des industries créatives s'inscrit vraiment dans un jeu d'acteurs publics et privés, dont l'université et le QUT est aussi un des acteurs, puisqu'il gère beaucoup de structures mi-publiques, mi-privées, notamment un cluster dédié à la promotion des industries créatives, et que notamment David Strausby a aussi fait du conseil pour la ville de Brisbane. Et voilà, et il se trouve que aussi au plan du territoire plus vaste, la ville située juste à côté de Brisbane, qui court tout le long des plages de la côte, a pris beaucoup de studios de cinéma, a aussi une politique et en concurrence avec la ville de Brisbane, on va retrouver ces logiques de concurrence à l'intérieur même des grandes agglomérations et des régions dans la métropole lilloise, notamment entre Lille et Tourcoing et Roubaix. Et tente de défendre, y compris à l'intérieur même de l'université, du coup qui n'est pas, parce que du coup il y a beaucoup d'universités regroupées, mais l'université donc l'autre université du Queensland défend une autre forme, un autre rapport à la créativité que celui défendu au QUT, et il y a une forme de querelle universitaire qui fait écho un peu à la rivalité entre les villes. Alors à Lille, par exemple à Saint-Sauveur, en revanche, l'université est pointée dans les dispositifs de communication comme un élément remarquable, valorisé, mis en évidence, y compris spatialement sur les plans de la ville distribués aux habitants qui veulent participer aux ateliers, comme un lieu de talent. Et marqué par les chercheurs qui phosphorent. C'est-à-dire que c'est l'université, c'est d'abord les chercheurs. Et un autre point en complément, sur le point de compétitivité, il y a aussi une mission de formation et de définition en fait, de l'ensemble des référentiels métiers. Et sur ces programmes-là, enfin, sur ce type d'action-là, il y a des échanges en fait, avec les universités sur les territoires pour travailler justement à mieux référencer, mieux reconnaître la nature des compétences et renforcer en fait la présence sur le territoire de citoyens formés pour nourrir ces industries créatives. Bruno Raoul, dont je rappelle, puisque tu ne vas pas le faire, que tu es l'auteur en 1994 d'une thèse sur les technopoles. Merci de ce rappel, mais ça va me permettre de faire le lien justement avec la question, parce qu'effectivement, en lisant tout à l'heure les citations là, que présentaient Sarah et Émilie, effectivement, ça résonnait avec la notion de technopole, entre créativité, réseau, synergie. Donc je trouve que là, il y a... Et alors, les technopoles, effectivement, c'était aussi le creuset de cette société de l'information, le creuset spatial.
Alors, la question que je me pose finalement, c'est dans quelle mesure on est, enfin, aujourd'hui avec ces territoires créatifs, où vous avez, j'ai trouvé vraiment les trois interventions vraiment très intéressantes, hein, parce que finalement, on voit l'importance finalement de l'ancrage territorial. Et donc, dans quelle mesure on est sur cette traduction contemporaine des programmes de la société de l'information, si l'on se réfère à cette idée de société de l'information, une société donc universalisante, déterritorialisée. Donc, comment vous, enfin, dans quelle mesure on est donc devant, et en ayant en tête alors aussi que la société de l'information, telle que la notion a été forgée effectivement à partir des années 40, bon, Bernard Miège serait mieux passé que moi pour le rappeler, mais effectivement c'était vraiment enfin, ça prenait appui sur des activités très matérialisées. C'était la question des réseaux, c'était la question des infrastructures. Aujourd'hui, on est sur autre chose. Alors, la question que je me pose, c'est comment ces activités dites créatives, comment elles se positionnent dans l'espace finalement local par rapport aux activités du hard, pour dire vite les choses. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des repères là-dessus? Et autre question que je me pose, c'est finalement bon, on voit ces activités-là, si elles n'étaient pas dans la ville, où elles pourraient être. Finalement, en considérant je dirais, le profil culturel finalement, des salariés finalement de ces activités. Les technopoles, c'était un autre profil. Et là, il y a peut-être aussi je sais pas, des approches, enfin, des analyses comparatives qui pourraient être intéressantes. Et je terminerai aussi. Autre question que je me pose, c'est effectivement quand on voit un lieu comme ici, on se dit on est au cœur d'une ville. À Lille, c'est pareil, on en parlait tout à l'heure avec Émilie, la gare Saint-Sauveur, on est au cœur d'une grande ville, mais c'était une friche. Ce sont encore des friches. Alors la question qui se pose là, c'est l'importance aussi, je dirais, de la matérialité spatiale pour penser la redynamisation de la ville. Alors je proposerais que sur la question de la société de l'information, ce soit Nathalie Boucher-Petrovic qui réponde, parce que Nathalie a fait une thèse sur la référence à la société de l'information dans l'éducation populaire. Vous connaissez un peu la société de l'information. Ensuite, on donnera la parole à d'autres. Merci Pierre pour la question piège sur la société de l'information. J'ai eu le plaisir de lire le dernier ouvrage sur les industries créatives coordonné par Philippe et en gros tout y est dit sur, je trouve, à la fois les filiations qu'il y a avec la société de l'information dans les industries créatives et les ruptures, les choses qui quand même sont différentes, notamment la culturalisation, je crois que c'était le terme, et le fait de dépasser le déterminisme technologique qui était dans ce discours sur la société de l'information. Il me semble aussi qu'il y a quand même au niveau local, on voit bien les villes, il y a des effets qui sont totalement différents. La société de l'information, il n'y a pas eu de traduction au niveau local ou au niveau des villes véritablement. Et effectivement, on dépasse les techniques, la question des techniques. Valéria, l'articulation avec le hard. J'imagine les matériels, c'est ça. Mais est-ce que vous pouvez me répéter la question parce que il y a des questions de création, il y a des questions du matériel, peut-être toute société d'information mais de création du matériel, mais il y a quand même des dispositifs techniques. Ici, on est dans un endroit où il y a des caméras. Oui, je pense aussi qu'il y a encore des infrastructures, ne serait-ce que par le fait que le projet s'affiche comme étant un projet créatif, mais déjà dans les faits, il est avant tout un projet de réseau de transport et de logement, déjà première chose, et il implique la mise en place d'équipements. Enfin, il y a un contrat passé entre la communauté d'agglo et l'État pour que des établissements, des logements soient construits sur le territoire. Donc la question de l'infrastructure est très présente. La Cité du cinéma en témoigne, puisqu'elle a pu se faire aussi parce qu'il y avait l'arrivée de l'école Louis Lumière, c'est aussi dans l'articulation publique-privée. Et la valorisation du territoire passe aussi par des établissements comme les Archives nationales à Pierrefitte. D'accord, mais dans la question de Raoul, il y avait implicite. Vous savez, là, on dit toujours
longtemps, qu'une des difficultés des industries culturelles, c'est cette articulation problématique entre les programmes et les matériels. Est-ce qu'on retrouve une occurrence de cette difficulté s'agissant des industries créatives? Peut-être que Yolande. Oui, je pensais, bon, d'abord les studios, il y a pas mal d'aspects matériels quand même. Et sur cette commune, c'est important de dire quand même que s'est installé des énormes data centers dont on reste quand même fortement dans les infrastructures. Et justement, cette commune, parce qu'elle a beaucoup de mètres carrés, enfin, de kilomètres carrés, a été investie par ces acteurs-là et ils commencent d'ailleurs à s'inquiéter parce que c'est pas ça qui va donner de l'emploi, ça prend beaucoup de surface. Donc cette question d'infrastructure, elle continue à être présente, mais elle est beaucoup moins valorisée. Alors, on en parle assez peu dans les discours. Je repose la même question à Émilie, en vous demandant, Émilie, en même temps d'essayer d'avancer la réponse que peut-être Sarah continuera sur la question de l'urbain, de l'importance de l'urbain et de l'urbanité. Je pense que Boris, d'ailleurs, après, aura son mot à dire sur cette question. C'est la troisième question de Boris. Parce que du coup, c'est vrai que dans les formes spatiales, dans l'inscription spatiale de ces activités, il y a effectivement les data centers qui sont énormes. C'est la même chose à Lille, près des clusters, notamment à Bois-Blanc, Aura Technologies ou au Polymage. Il y a des énormes data centers qui prennent de l'espace. Sur le quartier créatif de la Friche Saint-Sauveur, là c'est différent. La spatialité s'inscrit en référence avec les formes de travail qui sont empruntées aux industries créatives et qui se déploient sur d'autres types d'activités de services. Et du coup, on est invité à penser, dans les dispositifs de concertation, des espaces favorisant le travail, donc des espaces de coworking, des espaces d'expérimentation, des espaces de présentation, de pitch de son projet. Donc là, ce sont vraiment des espaces matériels dans la ville mis à disposition de travailleurs, pas forcément des industries créatives d'ailleurs. Et là, la référence à la créativité s'inscrit simplement dans une référence à des formes de travail. Oui, excusez-moi quand même. Les data centers, bien sûr, c'est du technique, c'est du lourd, c'est du semi-lourd d'ailleurs, parce que ça se déménage facilement, je le sais. Mais on n'est pas dans la situation de l'articulation problématique entre un support et un programme. On est dans des filières différentes, d'une part des hôtels de la donnée ou des data centers, et de l'autre côté des activités. Et les bureaux, bien sûr, sont nécessaires, mais on n'est pas quand même encore tout à fait dans la problématique de l'articulation des contenus et des contenus. Non, du coup, je crois que c'est vraiment autour de ces formes de travail partagé, ces espaces, ces tiers-lieux, tous ces qui sont des formes spécifiques aussi de travail. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin en se disant que d'une certaine façon, les particularités des industries créatives, c'est de ne pas attacher autant d'importance que les industries culturelles et la circulation économique? Ça va sur l'urbain, sur l'urbanité. Alors je rappelle que un des leitmotifs de la journée des industries créatives, c'est précisément que ça ne peut naître que dans les villes, ça peut naître à la campagne. Alors d'une part, il me semble que dans les projets, dans les programmes de la Société de l'Information, il y avait déjà cette idée d'inscrire localement ces politiques publiques. Enfin, disons que j'ai un peu travaillé toute ma thèse sur cette question entre le lien entre le local et le global et comment en fait tous ces programmes créaient en fait différentes figures de la ville et comment ça s'inscrivait. Et notamment dans un des numéros d'études de communication, j'avais essayé de montrer comment dans un spectacle culturel, puisqu'il ça s'appelait De monnaie au pixel, et qui était dans un programme Société de l'Information, il y avait bien une valorisation d'une politique culturelle, une valorisation touristique d'un espace urbain, qui s'appuyait sur ce que Yves Jeanneret appelle une technométie, c'est-à-dire la façon dont finalement on va mobiliser la technique dans un projet de valorisation culturelle. Et j'avais fait à cette occasion des observations ethnographiques, et le public était à la fois fasciné par les images qui étaient projetées sur la cathédrale de Rouen, mais aussi par le dispositif technique. Tout le monde cherchait à identifier la nature de ce dispositif et en discuter. Enfin, je ne sais pas si ça répond en partie à la question, mais il me semble que justement ce lien entre eux, j'essaie de répondre à toutes les questions en même temps peut-être, mais
le lien entre société de l'information et industrie créative. Enfin, est-ce qu'il y a comment ça s'articule, en tout cas, ces différents programmes. À mon avis, la ville a toujours été un ferment de ces projets. Ensuite, sur la question de la séparation contenu-contenant, il me semble que souvent, au contraire, même alors c'est une tentative avortée, mais la fête de l'Internet était déjà aussi une tentative de culturaliser, si on utilise ce terme-là. Et à Rouen, puisque j'habitais là-bas, c'était un petit peu mon terrain d'observation, ils avaient mis en place un jeu avec des bornes pour valoriser justement l'utilisation des infrastructures Wi-Fi dans la ville, avec l'idée de bouger, de se déplacer, toute cette idée de mobilité. Enfin bref, il y a des exemples antérieurs à la question des territoires créatifs dans la société de l'information. Il y en a beaucoup. On va laisser la parole à Boris. Peut-être pour un des micros que vous avez. Boris, vous concluez rapidement sur cette question de l'urbanité. Je donnerai la parole à Philippe pour une question. Très rapidement sur l'urbanité et sur la place des ces activités dans la ville. Le parallèle avec les technopoles est intéressant. Quand les technopoles arrivent dans les années 50, c'est des activités nouvelles, d'autres technologies, elles s'implantent où? Elles s'implantent là, il y a de la place, à la périphérie des villes. Et pour les activités créatives, c'est un peu différent. C'est-à-dire que ça dépend un petit peu desquelles. Dès lors qu'on a des projets qui sont institutionnalisés, portés par les pouvoirs publics, très rapidement, ils vont essayer d'asseoir ces politiques créatives à des politiques d'aménagement et d'urbanisme. Et donc, on va essayer de revaloriser des terrains en périphérie, des friches industrielles, Manu France à Saint-Étienne, l'île de Nantes sur les chantiers navals à Nantes, Glasgow et les chantiers de la Clyde River, etc. Donc là, il y a une espèce de constance. En revanche, si on considère l'ensemble des activités créatives, c'est plus complexe. Il y a tout un tas d'activités créatives qui, par essence, se nichent dans un tissu urbain informel de centre-ville généralement, parce qu'on a des gens qui aiment bien à la fois qui habitent là où ils travaillent, et donc les lieux de centralité sont extrêmement recherchés. Mais pour que ces activités se développent dans ces lieux de centralité, il faut aussi que ce soit des lieux un petit peu marginaux dans la centralité, c'est-à-dire que les prix du logement ne soient pas trop élevés. Et aussi, il y a une certaine prise de position du territoire qui est un peu informelle. Et là, je voudrais dire, c'est que les pouvoirs publics, dès qu'ils mettent le nez là-dedans, ils peuvent tout à fait tuer les quartiers créatifs. Je prendrai l'exemple, par exemple, de l'Internet dans ce sentier parisien. Toutes les sociétés de l'Internet qui, dans les années 2000, se sont implantées dans le sentier parisien, c'était un quartier qui était peu valorisé parce qu'il avait été abandonné par les séfarades qui faisaient du textile. Les loyers étaient peu chers, etc. Et donc, ce sont plein de jeunes qui montaient leur start-up dans l'informatique qui ont investi ce quartier-là. Et qui n'avaient surtout pas envie que les pouvoirs publics mettent le nez dans leurs affaires, parce qu'il y avait une forme de travail aussi qui était un petit peu marginale. Ils travaillaient en horaire décalé, on ne respectait absolument pas les contraintes de la législation du travail, etc. Et donc, toute cette créativité, elle peut tuer dès lors que les pouvoirs publics veulent arriver et institutionnaliser tout ça. Oui, c'est d'ailleurs été aussi sur une question d'hygiène. Je vous rappelle, le joint était insalubre, donc la municipalité s'en est. Philippe, d'accord. J'ai peut-être manqué d'attention à un moment, mais c'est sur ce que tu as dit, Pierre, que je souhaiterais réagir. Lorsque tu as souligné, peut-être que j'ai mal compris, que la question de l'articulation entre le hard et le soft ne serait plus le problème des industries créatives. Je crois qu'au contraire, c'est au cœur du problème des industries créatives. Enfin, on le voit bien, on l'évoquait encore ce matin, autour de l'intervention de Bernard, avec parler par exemple entre Apple et les contenus, ou les industries de la communication et des contenus. Alors, en revanche, il est clair que l'articulation de ce questionnement avec le niveau local a sans doute changé. Mais pour autant, il n'a pas disparu. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, au niveau du THD, hein, dont on s'est occupé il y a encore peu de temps. Très haut débit, THD. Voilà, on voit encore que c'est une question assez vive dans beaucoup de collectivités territoriales à travers le monde. Voilà, donc peut-être un peu de prudence sur cette question. Et peut-être juste un autre, on n'aura pas le temps d'en parler, mais ce qu'a dit Yolande et Valéria sur les questions d'expertise est sans doute une question fondamentale, et ça me rappelle des choses qu'on avait faites avec Isabelle, je ne sais pas si elle est encore là, avec Isabelle Payard, il y a quelques années sur
lorsque les collectivités territoriales françaises ont été confrontées à des choix à faire en matière de TIC. Et la grosse difficulté, c'était effectivement ce manque d'expertise. Écoutez, je crois que nous sommes venus au bout de notre journée, qui a été très dense, très riche. J'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai parlé d'un technicien, il y en a deux ici. Il y a Canon Mirakarian et puis il y a la personne qui est dans la cabine là-haut. L'un et l'autre doivent être bien fatigués, comme nous sans doute. Donc je vous propose qu'on arrête ce soir et qu'on se retrouve demain à 9h30. Voilà. On se retrouve donc demain à 9h30 pour une séance qui pourrait encore être. Merci à...